Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Voilà, vous êtes président de Debout la France et vous êtes un commentaire évidemment avisé de la vie politique française. On vous a senti très énervé il y a peu de temps, par exemple, quand le Rassemblement national a décidé de ne pas voter la censure, par exemple, quand Annie Genevard a expliqué que, ben oui, tant pis, le Mercosur allait être signé, enfin, ou même quand Donald Trump a expliqué qu'il était bien normal d'assassiner la France d'un point de vue financier, un peu plus en exigeant des dépenses qu'elle n'est pas capable de soutenir. Quel est aujourd'hui le sujet qui vous paraît le plus crucial ? La résignation, la disparition du monde politique, la disparition des oppositions nationales et patriotes. Euh, je ne comprends pas, je ne comprends plus, comme des millions d'électeurs. Je m'explique. Le Rassemblement national, l'UDR d'Éric Ciotti, passent leur vie à critiquer le gouvernement, à juste raison. Ils ont mené des combats exemplaires, notamment contre les ZFE. Et donc, ne voyez pas dans ma position une volonté de critiquer pour critiquer, loin de là. J'ai toujours appelé à l'union, mais l'union doit se faire sur des bases claires. Et quand je découvre, j'espère que ça va changer, mais je ne pense pas, quand je découvre que le Rassemblement national ne va pas voter la censure, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu quand j'étais député il n'y a pas si longtemps et que je tempêtais contre les LR qui critiquaient en permanence les gouvernements Borne et Attal, mais au moment où il y avait une censure, se déculottaient. Et je ne comprends plus. Parce que comment peut-on passer notre vie à critiquer un gouvernement et ensuite le sauver? C'est incompréhensible. Et il y a un moment, il faut être clair. Je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, on donne une survie à un gouvernement catastrophique qui fait perdre un temps fou au pays. La politique, c'est la clarté. La démocratie, c'est la cohérence. Les Français attendent une opposition. L'opposition, pas pour s'opposer par principe, mais quand un gouvernement fait tant de mal à un pays, quand on voit que Madame Genevard, vous citiez l'exemple, va se coucher pour pas défendre nos agriculteurs, quand on voit qu'on prend un engagement complètement délirant de 5% du PIB pour notre défense, alors même qu'on est incapable de faire des économies, et qu'on a une force de dissuasion nucléaire qui nous permet d'éviter justement de courir jusqu'à 5% du PIB, il y a un moment, je me demande où on vit, c'est tout. Et je voudrais que les députés patriotes reprennent leurs esprits. Alors, il pourrait vous répondre deux choses, mais je ne parle pas à leur place. C'est en regardant les sondages. D'un côté, effectivement, les Français rejettent massivement Bayrou, imaginent qu'il ne passera pas l'été, ou en tout cas qu'il ne passera pas l'hiver, et donc sont prêts, d'une certaine manière, à ce que ce gouvernement soit censuré. Mais de l'autre, les Français expliquent que la dissolution a été une erreur et qu'ils sont en fait là des atermoiements parlementaires et des péripéties électorales. Et est-ce que le Rassemblement national n'a-t-il pas décidé en fait de permettre aux Français de passer un été tranquille sans être obligés de revenir aux urnes ? D'abord, une censure ne veut pas dire obligatoirement de revenir aux urnes. Enfin, C'est si la le décision du gouvernement président. tombe, est-ce que le président n'est Le pas obligé premier de ministre, dissoudre derrière ? pas du tout. Enfin oui, mais aussi il y a deux solutions. Le président de la République peut nommer un nouveau premier ministre qui entende la voix des oppositions. Ben oui. Si on censure à répétition les gouvernements qui mènent la même politique, il y a un moment, il y aura un changement de politique, ou un départ du président, ou une dissolution. Et alors, je croyais qu'on était là pour sauver la France. Est-ce qu'on peut continuer à subir ça? La seule question qui se pose, et ce n'est pas les sondages qui décident, c'est la conscience d'un homme politique. Est-ce qu'on s'enferme dans les délices et les poisons de la quatrième République? Ou est-ce qu'on dit aux Français, voilà, nous avons un projet, nous y croyons, nous ne voulons pas continuer à verser des dizaines de milliards d'euros à des fausses cartes vitales, nous ne voulons pas continuer à donner à l'Union européenne tant d'argent, nous voulons une politique pour vous sauver. Les Français ont besoin d'hommes politiques qui les devancent, pas qui les suivent, et qui leur proposent des choix. Il y a un moment, il faut revenir sur Terre. À quoi on sert un homme politique? À donner un cap, une vision, un projet. Et puis c'est aux Français de se déterminer par rapport à nous, mais pas nous par rapport aux Français.
Surtout les Français, ça veut dire quoi? Des sondages organisés par des journaux qui soutiennent à bout de bras souvent ce gouvernement. Enfin, il faut revenir sur Terre. Moi, je ne me pose qu'une seule question. Où est l'intérêt de la France? Et je peux vous certifier que l'intérêt de la France, c'est de pas de continuer chaque jour comme ça vers le précipice. Parce qu'à force d'aller vers le précipice, on va tomber dedans. Et le rôle de l'opposition, c'est d'opposer à cette marche en avant vers un précipice. Voilà. D'ailleurs, on est dans un paradoxe incroyable. Vous allez voir, d'ailleurs, vous allez voir peut-être que c'est Emmanuel Macron qui va virer Bayrou. Alors, Puisque l'opposition ne le fait effectivement, pas. il n'a pas l'air de l'apprécier outre mesure. Mais on est dans une situation incroyable. La disparition des oppositions, j'allais dire leur évanouissement, fait qu'ils sont en train de redonner la balle de l'initiative à Emmanuel Macron. Alors, on a parlé du Rassemblement national, mais les LR aussi, qui de temps en temps sont capables de s'opposer, ont l'air d'oublier, comme vous dites, ce souci de la France qui vous anime. Par exemple, au moment du vote sur l'interdiction des mariages blancs, ou plutôt le fait qu'il faut essayer de permettre aux maires de refuser des mariages quand il y a évidemment une fraude à l'immigration possible, les LR ont été glorieusement absents des bancs de l'Assemblée nationale. Et là aussi, excusez-moi, personne ne... Mais les LR sont dans la majorité. Ils sont au gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que cette fable que tout le monde gobe, que les LR sont des gens qui sont raisonnables, qui... Mais les LR ont servi de béquille au Front populaire, ont été élus avec les voix du nouveau Front populaire et ont des ministres dans le gouvernement. Donc la fable de l'opposition, Retailleau-Wauquiez, tout ça, c'est une fable. Quand est-ce qu'on va le comprendre? En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est une espèce de translation. Le RN joue le rôle des LR sous les gouvernements Borne et Attal, et les LR sont devenus des membres de la majorité qui est minoritaire. Donc, on est chez les fous, pardonnez-moi, et le pays est en train de crever la bouche ouverte. Et tout le monde attend, on attend. On attend quoi? Le naufrage? Alors, Mais c'est quoi cette vie politique? Excusez-moi, je suis effaré. Et on attend quoi? La faillite financière? On attend qu'il y ait 10 morts dans une banlieue à la suite d'un match de foot? On attend quoi? et comment est-ce qu'on peut expliquer le manque de courage des LR? Parce que, après tout, vous avez raison. Les LR, ils n'ont pas un manque de courage, ils ont fait un choix. Ils sont membres du gouvernement de Macron. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. Voilà, c'est pas possible autrement. On peut pas être à Londres et à Vichy en même temps, excusez-moi. C'est pas possible. La formule est parlante. Vous parliez de Londres et de Vichy, évidemment, ça nous emmène directement sur le général de Gaulle. C'est pas la même chose, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est une métaphore, on a bien compris. Oui, mais vous savez, à notre époque, on peut plus rien dire sans que ce soit transformé. Donc, voilà, donc je précise que ce n'est pas la même situation. Voilà. J'affirme solennellement au censeur que Nicolas Dupont-Aignan n'a traité personne de nazi, et voilà, comme ça, c'est réglé. Ce qui avait d'intéressant dans votre métaphore, c'est que, voilà, le général de Gaulle apparaît dans notre conversation et vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut que la France se retire de l'OTAN. Parce que par rapport à ce précipice que vous nous décrivez, on sent que le fait d'appartenir à l'Union européenne ne nous aide pas, le fait d'être aux mains d'un président atlantiste, quoi qu'il en pense et quoi qu'il en dise, en fait ne nous aide pas, le fait d'être inséré dans l'OTAN ne nous aide pas. Est-ce qu'il faut sortir de l'OTAN? Est-ce qu'il faut sortir de la CEDH? Comment est-ce qu'on fait pour commencer à ralentir cette course vers l'abîme? Il faut d'abord que dans notre tête, on redevienne indépendant. Premier point, ça c'est dans la tête. Et puis ensuite, il faut en tirer des conséquences raisonnables, mesurées, mais fermes. Et c'est pourquoi je propose qu'on sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Je ne demande pas qu'on sorte de l'Alliance Atlantique. Ça, on y est, c'est pas l'objet. En revanche, le commandement militaire intégré de l'OTAN est un engrenage fatal. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'au sommet de l'OTAN, il y a 2 jours ou 3 jours, la France dise à Donald Trump, avec tout le respect qu'on lui doit, non. J'ai soutenu, du moins j'ai toujours dit que j'aurais voté Donald Trump si j'étais américain, parce qu'il défend les Américains. Mais j'ai regardé les chiffres, il n'y a pas un journal français qui a remarqué, ce que j'ai regardé hier soir, que les Américains dépensent 3,4% de leur PIB pour leur défense. 3,4%.
Et Donald Trump vient imposer un chiffre de 5 aux pays européens. Alors, Donald Trump a raison sur un point. Les pays européens dépensent moins de 2. Donc il a raison de dire aux Italiens, aux Espagnols, aux Allemands, aux Belges et à tous les autres, vous exagérez, c'est pas à nous de payer américains. Ça, il a raison. Mais la France, elle paye. Elle est au-dessus de 2, elle a une force de dissuasion, elle a toujours été indépendante. Donc, ce qui vaut peut-être pour l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les autres, qui n'ont pas assumé leur effort de défense et qui ont compté sur les Américains, et là je comprends Donald Trump, ne vaut pas pour la France. Nous avons notre force de dissuasion. Nous avons une politique qui était indépendante avant qu'Emmanuel Macron veuille la brader. Nous devons renforcer notre politique de défense française. J'ai toujours proposé de passer à 2,5% du PIB, ce qui représente déjà 10 milliards de plus. Si on s'appuie sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, il s'est engagé quand même. Ça veut dire qu'on s'engage n'importe comment. Il s'est engagé sur 3,5% sûr et 5% avec le 1,5%, l'artifice qu'ont trouvé l'OTAN, où on comptabilise les dépenses d'infrastructure. Bon, mais rien que les 3,5%, c'est 120 milliards de dépenses de défense en 2035. Nous sommes à 50. Où est-ce qu'on trouve les 70? Et est-ce qu'on a besoin d'aligner des chars et des avions alors qu'on a une force de dissuasion qui nous permet de répondre? Si on a une conception nationale de la défense. Évidemment, si on veut déclarer la guerre à la Russie en Ukraine, il nous faut plus de chars et d'avions. Donc vous voyez bien, ce qui est très intéressant et effrayant, c'est la légèreté de nos hommes politiques, la légèreté de la classe politique, qui n'a rien dit sur cet accord. C'est bien, c'est bien. 70 milliards de plus pour la défense. Je voudrais que les auditeurs écoutent quelque chose. 70 milliards de plus pour la défense. Si on mettait 10 milliards sur la sécurité intérieure, faire fonctionner notre justice, renforcer notre gendarmerie, renforcer nos douaniers, on aurait un État régalien qui fonctionne. 10 milliards. On n'est pas capable de les mettre. Et Il y a au contraire, on l'insécurité à nous explique Marseille, il y qu'il a faut les faire des économies. narcotrafiquants. Et oui, mais on s'est engagé sur 70 milliards. Là. Et on n'est pas capable de restaurer l'ordre à Marseille. Donc on est là aussi dans des gens d'une légèreté incroyable. Le vrai défi, c'est la sécurité intérieure. Le vrai défi, c'est de rétablir l'ordre en France. Le vrai défi, c'est la paix civile. Donc mettons l'argent là-dessus, euh, mettons un peu plus d'argent sur notre défense. Moi, je suis très pour une défense, bien sûr, mais ne partons pas dans des délires pour acheter des armes américaines avec Madame van der Leyen et pour envahir la Russie. Tout ça est grotesque. Et tout ça est complètement fou. Et là-dessus, là aussi, ça méritait une motion de censure entre nous. Si on ne veut pas voter la motion de censure socialiste, eh bien qu'on dépose au moins nous une motion de censure. Et voilà, Voilà mais l'enjeu. elle n'a pas été déposée. On pense qu'elle ne sera pas déposée. Sébastien Chenu expliquait que si motion de censure il y a, ce serait plutôt au moment du budget, c'est-à-dire il s'aligne sur l'agenda de François Bayrou. Est-ce que vous pensez que le RN, au moment du budget, arrivera enfin à fixer des lignes rouges qui ne varieront pas et sera obligé de voter une censure qui sera forcément déposée par quelqu'un? Non, mais je pense, vous savez ce qui va se passer, ce que je sens venir, gros comme une maison, c'est que le RN va déposer une motion de censure sur le budget, puis le Parti socialiste la votera pas. Parce que Bayrou va donner un cadeau fiscal et va encore dépenser plus pour amadouer le Parti socialiste. Et puis voilà. Et le pays dans tout ça. Donc, si vous voulez, ce petit jeu politicien, le PS dépose une censure, le RN ne le vote pas, ensuite le RN dépose une censure, le PS ne le vote pas. C'est quoi? C'est que la classe politique s'entend entre elles pour faire durer le plaisir parce qu'ils ne sont pas prêts, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas gouverner ou parce qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est terrible parce que ce sont les Français qui payent tout ça. Le prix de l'électricité 2 fois trop cher, l'immigration qui continue, l'insécurité qui continue. Et la situation ne serait pas gravissime. Moi, je dirais, bon, bah, admettons, Marine Le Pen a raison, allez, on attend un peu, c'est pas si grave. Mais on ne peut pas d'un côté dire la situation est dramatique, nous luttons contre ces gens-là, et puis de l'autre se dégonfler. J'ajoute un dernier point, et je le dis à mes amis du Rassemblement national. Euh, ils passent leur vie, à juste titre, à critiquer Bruno Retailleau. Et ils disent à Bruno Retailleau, oui, vous gouvernez, vous faites semblant, vous faites semblant. Mais s'ils ne font pas la censure, s'ils ne votent pas la censure, Bruno Retailleau va leur répondre quoi dans quelques mois? Il va leur répondre, mais attendez, vous n'avez pas voté la censure. Donc en fait, vous faites comme moi. Sauf que moi, au moins, je suis ministre et je fais quelque chose. Tandis que vous, vous braillez. Mais vous votez pas la censure. Donc, je veux dire que ne pas voter la censure, c'est tomber dans le piège du gouvernement.
et d'Emmanuel Macron. Et c'est vis-à-vis des Français, en fait, à un moment, être complice de ce gouvernement. François Mitterrand avait beaucoup de défauts et il a ruiné la France. Mais il avait toujours dit, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Et on projette on a un projet alternatif. Le projet alternatif, on l'a, on le voit tous. On serait capable de mener un gouvernement tous ensemble. On l'a vu au sommet des libertés, qui était intéressant. On s'est tous exprimés les uns après les autres. Il y a des nuances entre nous. Mais moi, je vois des Français tous les jours qui me disent « Mais unissez-vous! Mais pourquoi vous n'êtes pas capables d'être ensemble? Qu'est-ce que vous foutez ?» Voilà ce qu'attendent les Français. C'est qu'on s'unisse, qu'on gouverne et qu'on évite le pire. Et si déjà on pouvait dévier la trajectoire du paquebot avant qu'il atteigne l'iceberg, ça serait pas mal quand même. Ce serait même très bien. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan ce matin. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Tout à l'heure, nous recevrons Xavier Aimant, rédacteur en chef d'Éléments, qui nous parlera de la pensée unique et de la mort du débat. Et ce débat qui, justement, a du mal à exister en France, en tout cas a du mal à exister à l'Assemblée nationale où... Voilà, les gens s'invectivent, on l'a entendu tout à l'heure avec Sandrine Rousseau, où les gens ne votent pas, c'est comme on l'a vu il y a peu de temps avec les LR qui ne sont pas intervenus sur les mariages blancs, où en fait faut en sorte que le jeu parlementaire continue. Quand on dit jeu parlementaire, il y a quelque chose d'un peu pitoyable dans le terme. On a vraiment l'impression qu'il y a des enfants qui sont dans une cour de récréation dont ils maîtrisent les règles d'un jeu qu'ils ont inventé, et les parents, autrement dit les Français, sont tout autour et regardent avec en étant très interloqués, les gamins qui braillent se poursuivent, trébuchent, tombent et ont l'air de considérer que le jeu est intelligent sans se rendre compte qu'en fait rien n'en sort. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait d'institution? Est-ce que c'est juste un problème de parti? Est-ce que la France ne devrait pas commencer à imaginer une autre manière de gouverner? Ce Conseil constitutionnel qui nous bloque, ces élections qui envoient des majorités impossibles à la Chambre, et est-ce qu'il ne serait pas temps de donner une proportionnelle intégrale? Est-ce qu'il ne serait pas temps de dissoudre le Conseil constitutionnel pour le remanier sur une autre base? Est-ce qu'il n'y a pas des décisions radicales à prendre? Alors je vais vous dire, moi je demande et je propose dans mon projet politique l'indépendance nationale, qui est la clé de tout, et bien évidemment une nouvelle démocratie, et la démocratie directe à la Suisse, qui passe par le référendum, mais pas simplement le référendum octroyé par le président, c'est-à-dire le retour déjà à la Ve République d'origine, mais le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et même référendum d'initiative citoyenne constituant, comme en Suisse. Parce qu'avec un référendum d'initiative citoyenne constituant, nous pourrions, avec 1 million de signatures, demander la réforme du Conseil constitutionnel, sa dissolution. Nous pourrions mettre sous pression le système politique. Et c'est pourquoi je suis convaincu que si le général de Gaulle était parmi nous, il demanderait une 6e République. Il demanderait un changement de République. D'ailleurs, son dernier discours de 1969 à Quimper était passionnant, puisqu'il avouait que sa 5e République à lui était en train d'être kidnappée par les partis politiques. Et donc, vous le voyez, vous avez totalement raison. Mais sur la proportionnelle, j'y suis totalement hostile. Parce que la proportionnelle, c'est institutionnaliser définitivement ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui est un accident de l'histoire. C'est l'accident d'une alliance contre nature entre les républicains, les centristes et le Front populaire de M. Mélenchon pour empêcher de gouverner les patriotes. C'est arrivé exceptionnellement parce que les Français se sont fait avoir une fois, mais ils ne se feront pas avoir 2 fois. Parce que s'il y avait une nouvelle législative, et c'est pourquoi il faut contraindre à la dissolution, eh bien, je peux vous dire que les Français ne tomberaient pas dans le panneau, parce que de toute façon, il n'y aurait pas de nouvelle alliance entre M. Mélenchon et M. Wauquiez, ou entre M. Mélenchon et M. Attal. Ce serait impossible, d'ailleurs, les électeurs ne suivraient pas. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un accident de l'histoire avec un scrutin majoritaire et une tromperie électorale. Ça ne reviendra pas. En revanche, si vous passez à la proportionnelle, ben vous allez institutionnaliser ça en permanence. La proportionnelle, c'est la fin de la stabilité gouvernementale. Les jeux politiciens deviendront généraux. Voilà pourquoi je suis totalement hostile à la proportionnelle. Et en revanche, je suis favorable à une démocratie référendaire, à la Suisse, qui redonne le pouvoir au peuple. Et puis à l'indépendance nationale vis-à-vis de l'Union européenne, parce que ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir une démocratie nationale si les décisions sont prises au niveau européen sans démocratie.
Vous le reconnaîtrez bien. Donc, on peut très bien avoir une Europe des nations, comme l'Europe des années 60, où on travaille ensemble sans pour autant abandonner notre souveraineté et notre démocratie. C'est fondamental, et vous avez totalement raison. Je prépare d'ailleurs un livre là-dessus, qui sera la base de mon projet présidentiel, sur rendre le pouvoir aux Français. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui se passe? La classe politique a confisqué le pouvoir. Et le grand danger de tous ces jeux pitoyables, les petites soupes sur les petits feux, comme disait De Gaulle, c'est que les Français n'aillent plus voter. C'est ça le grand danger. Et c'est pourquoi je me permets de mettre en garde mes amis patriotes. Je leur dis, attention, vous sombrez en ce moment dans des jeux politiciens. Et vous devez reprendre de la hauteur. L'heure est trop grave. Parce que sinon, les Français ne nous suivront plus. Et ça, c'est pire que tout. Nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir encore un peu de confiance de tous les Français qui veulent changer les choses. Nous ne pouvons pas être complices de cela. C'est un débat, j'allais dire, philosophique. Alors, on a l'impression, avec le mouvement des gueux, que d'ailleurs les Français sont en train de s'en rendre compte, c'est-à-dire c'est un mouvement transpartisan. Demain, il va y avoir des manifestations dans le Morbihan, mais aussi sur la Méditerranée, au Grau-du-Roi, avec les pêcheurs pour protester contre les projets d'éoliennes en mer, pour protester contre les lois énergétiques qui vont achever de ruiner les Français à cause de leur facture d'électricité qui va exploser. On a l'impression que les Français sont prêts, en fait, à se rassembler, mais en dehors des partis. Et en tant que président, justement, d'un parti, comment est-ce que vous analysez cette émergence d'un mouvement qui se fait un peu en dehors du jeu politique classique? Et bien évidemment, il se fait en dehors, puisque ceux qui sont au devant des médias ne jouent pas leur rôle. Donc, vous savez, c'est exactement la même problématique que les réseaux sociaux par rapport aux télévisions. J'entends partout que les réseaux sociaux seraient de l'apocalypse. Moi, sans les réseaux sociaux, je n'existerais plus. Chaque semaine, je fais plus de 5 millions de vues. J'existe que par les réseaux sociaux, on m'invite plus. Évidemment, puisque j'ai une position différente. Eh bien, les médias traditionnels se plaignent, à part des radios comme les vôtres, qui sont des radios résistantes, mais les médias traditionnels dominants se plaignent des réseaux sociaux. Mais les gens vont sur les réseaux sociaux pas par plaisir. Ils y vont parce qu'ils ne trouvent pas d'informations dans les médias dominants. Eh bien, le mouvement des gueux progresse parce que les partis traditionnels ne jouent pas leur rôle. Voilà, c'est tout. C'est très simple, la vie. Il y a un bouillonnement culturel, intellectuel, protestataire aussi, des Français qui n'en peuvent plus. C'est pas nouveau. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu tout ça. Et la vie politique n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, il est clair que des mouvements, des personnalités, des choses vont se passer. Obligatoirement, je l'espère d'ailleurs, parce que ça voudrait dire qu'on est encore un peuple vivant. Et c'est pourquoi j'appelle les Français à la résistance, j'appelle les Français au sursaut, j'appelle les Français à regarder l'offre politique, parce qu'il y a aussi des mouvements, il y a des personnalités, à droite et à gauche, qui sont un peu différentes. Je ne soutiens pas M. Ruffin, mais reconnaissez que M. Ruffin a quelque chose un peu différent des autres. Bon, ben, il a été expulsé des LFI, parce que, comme moi, j'avais été expulsé en montant où j'étais parti de l'UMP. Il y a des personnalités, il y a M. Asselineau qui dit des choses très fortes, il y a Florian Philippot qui est courageux, il y a votre serviteur qui fait ce qu'il peut, avec Debout la France qui progresse, parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent. Et quand je regardais, on n'est pas invité, moi je ne suis plus invité dans la plupart des médias, mais et je voyais un sondage quand même du Figaro, j'ai 18% de potentiel électoral. 18% des Français disent qu'ils peuvent voter pour moi, mais vous vous rendez compte? Et je n'existe plus dans les médias traditionnels. France Inter ne m'a pas invité depuis 3 ans. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre une marmite électorale, politicienne, médiatique, complètement déconnectée des réalités, et puis la vie. Comment on va reconnecter tout ça? C'est fondamental d'y arriver. Vous y contribuez, j'y contribue. Le problème qu'on a, et je le dis à mes amis, c'est la division, c'est les chapelles, c'est cet esprit gaulois, et il faut absolument rassembler les patriotes, il faut absolument les rassembler aussi autour d'un projet de gouvernement solide, audacieux mais solide. Alors, justement, vous avez évoqué tout à l'heure le Forum des libertés où Éric Ciotti s'est exprimé, Jordan Bardella, Sarah Knafo, Marion Maréchal. Et est-ce que
on va réussir enfin à aller au-delà d'un meeting, parce que après tout, c'est pas la première fois que plusieurs ténors de la droite se réunissent et font valoir à la fois leur convergence et leurs différences. Est-ce que ce projet que vous appelez de tous vos voeux, vous avez l'impression que les autres membres de la droite nationale l'appellent aussi ? Pas vraiment. C'est très symbolique. Quels sont ceux qui sont restés dans la salle après la réunion? Il y avait Marion Maréchal, il y avait Sarah Knafo, il y avait moi, Éric Ciotti, et puis notre ami Jordan Bardella n'est même pas venu nous voir et est venu faire son discours et est reparti sous une nuée de photographes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le Rassemblement national qui croit qu'il peut gagner tout seul, comme d'habitude, et puis il y a les autres qui sont mis de côté. Voilà. Et comme combien de divisions pense le Rassemblement national? Moi, je sais ce qu'ils pensent. Ils se disent, mais combien de divisions, eux? Mais ils comprennent pas que ce que j'ai expliqué 100 fois à Marine Le Pen, 100 fois, et à Jordan Bardella, c'est que sous la Ve République, il y a 2 tours. Il y a un premier tour, on exprime des positions différentes, et au second tour, on rassemble. Et que c'est pas au poids. Le sel est important à la soupe. Et j'aimerais que le Rassemblement national comprenne qu'ils ont des partenaires qui valent sans doute beaucoup moins qu'eux en termes de poids politique, mais qu'on ne gagnera que si les Français ont le sentiment qu'il y a une coalition, comme sait très bien le faire la gauche. Et regardez ce qui s'est passé aux législatives. Jordan Bardella était en tête au premier tour, et puis au deuxième tour, il n'a pas su, il n'a pas pu, il n'y a pas eu ce travail en commun. On attendait avec Marion, avec les autres, et puis non, personne n'est venu, nous a demandé quoi que ce soit, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que jamais on a été aussi proche du pouvoir, jamais les Français n'ont autant demandé une alternative. Et donc, encore une fois, je demande au Rassemblement national de sortir de son sentiment de toute puissance médiatique et politique pour comprendre que sous la Ve République, même le général de Gaulle qui avait sauvé la France quand même, en 40, c'était pas rien. Eh bien, en 58, il a rassemblé des gens différents. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Bien sûr qu'il y avait sa stature, sa hauteur et tout, mais il y avait une coalition. Et la Ve République, c'est l'apprentissage de la coalition au second tour. On en est encore loin. J'espère que ça va se faire. Mais pour qu'il y ait une coalition, excusez-moi, il faut qu'il y ait un projet. Il ne faut pas qu'on en change tous les matins en se réveillant. Donc, moi, ce que j'essaye de faire modestement, c'est de bâtir un projet et de le mettre sur la table. Ce projet, il sera prêt, il est prêt quasiment, et puis on verra après comment les choses vont s'ordonner. Et puis, il y a 2 tours de scrutin, on va voir comment tout ça s'ordonne. Mais il y a le feu, si je puis me permettre, cette expression. Il y a le feu au lac, et il faut se secouer, il faut se dépêcher, il ne faut pas croire qu'on va vivre comme avant. Et je pense que les partis politiques ne comprennent pas que, justement, ce dont vous parliez dans l'opinion, il y a une ébullition, et c'est pourquoi je pense qu'il y aura une grande surprise à la présidentielle et que ça ne viendra pas obligatoirement d'où on l'attend. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan et à bientôt sur Radio Courtoisie. Nous sommes très heureux de vous tendre le micro chaque fois que vous acceptez pour continuer à parler de la vie politique française et des espoirs de la droite nationale.